Bonjour à tous et bienvenue à la formation concernant les vaccins qui, vous allez le voir, est un domaine absolument passionnant. Alors, trouver un vaccin vis-à-vis de ce virus, en moyenne, un vaccin, on met entre 10 et 15 ans. Et c'est dire ici la rapidité avec laquelle ça a été, sans pour autant que les étapes aient été bâclées. Et surtout, elles ont toutes été faites successivement, même si certaines d'entre elles se sont chevauchées. Alors, d'abord, il faut la preuve du concept. Vous allez voir, c'est très vite, on y est arrivé. Ensuite, le développement pharmaceutique, puis le développement préclinique. Il faut regarder ce que ça fait chez l'animal. Et ensuite, il faut le développement clinique. Et je vous rappelle les dates. Le début de la pandémie, c'est le 31 décembre 2019. Le 9 janvier, c'est-à-dire 10 jours plus tard, le virus est découvert. Encore 10 jours plus tard, il y a une séquence complète du génome du coronavirus qui est transmise au monde entier par les autorités chinoises. Et 2 mois plus tard, on commence le premier essai vaccinal. Quand on parle de vaccin, on peut produire un vaccin à partir de diverses techniques. Ce qui est très bien connu, c'est le vaccin vivant atténué, c'est par exemple la vaccination contre la rougeole. C'est le vaccin tué ou inactivé, mais qui est, si vous voulez, un concentré de très nombreuses protéines. C'est par exemple le vaccin contre l'hépatite A. Et puis, c'est plus élégant, ce qu'on sait déjà faire, c'est à partir d'une protéine sous-unitaire, on peut faire un vaccin si on a trouvé l'antigène. C'est par exemple le vaccin contre l'hépatite B. Et on sait aussi faire ce qu'on appelle des pseudo-particules virales. Et ça, c'est en fait uniquement des antigènes. Il n'y a aucun matériel génique dedans. Et ça, c'est fait pour le vaccin papillomavirus. Et puis, et on va parler quasi exclusivement de ça, puisqu'à l'heure actuelle, il y a de nouvelles techniques qui sont apparues. Premièrement, les vaccins nucléiques. D'une part, DNA, vaccin désoxyribonucléique, et RNA messager, acide ribonucléique, et puis les vaccins vectorisés. Alors, d'une part, les vaccins vectorisés par des virus. Alors ça, ce n'est pas nouveau. C'est utilisé depuis les années, vous voyez, 1980. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le virus, plus exactement l'ADN ou l'ARN non pathogène pour l'homme, mais on va insérer les gènes d'intérêt dans le génome du virus. Et puis, on va faire travailler les cellules, comme je vous ai montré sur l'infection tout à l'heure, de façon à ce qu'il exprime la protéine, c'est-à-dire l'antigène, qui va susciter la fabrication d'anticorps. Alors, ces vecteurs viraux, il y en a deux grands types, réplicatifs, c'est-à-dire le virus se multiplie, et non réplicatif, le virus est incapable de se multiplier. Et il nous intéresse particulièrement parce que c'est des adénovirus, en particulier, soit humains, et on a un vaccin qui est dérivé de ça, qui est l'adénovirus de Janssen, et puis soit non humain. En fait, en l'occurrence, il s'appelle CH parce que c'est un adénovirus du chimpanzé qui est incapable d'infecter l'homme et qui est le vaccin AstraZeneca. Alors, pour les acides nucléiques, je vous ai dit, la différence, c'est les vaccins ADN et puis les vaccins ARN messagers, dont il existe déjà deux exemples. Alors, je vais simplement insister sur une chose majeure, c'est que les vaccins ADN s'intègrent, doivent pénétrer dans une cellule, donc franchir la membrane cellulaire et franchir la membrane nucléaire et s'intégrer au noyau de la cellule. Alors que les vaccins ARN messagers restent dans le cytoplasme mais ne vont pas dans le noyau
Donc, il n'y a jamais d'intégration du génome à l'intérieur du noyau. Voilà, en gros, ce que c'est qu'un vaccin ARN messager. Vous avez un petit ruban ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une succession d'acides aminés qui va vous décrire. Il faut la faire lire à l'intérieur de la cellule. Ça se lit dans les ribosomes. Ça, c'est l'ARN ribosomal. Et donc, l'ARN que vous avez mis ici, que vous faites pénétrer dans la cellule, vous allez le faire lire et le faire traduire dans la cellule, dans la protéine que vous voulez. Alors, cet ARN messager-là, c'est quelque chose qui est assez instable. Et pour le stabiliser, on est obligé de l'inclure dans des nanoparticules lipidiques qui vont le stabiliser et surtout qui vont pouvoir fusionner dans la cellule et délivrer cet ARN. Et ces nanoparticules lipidiques, pour être stabilisées et conservées, doivent être conservées à très basse température, en tout cas pour les premières d'entre elles. Une fois que la nanoparticule, ici, est délivrée à l'intérieur de la cellule, vous voyez, c'est exactement la même chose que je vous ai dit, mais elle va aboutir à la synthèse d'une protéine d'intérêt. Et la protéine d'intérêt qui nous intéresse ici, c'est la protéine S. Et on va aller l'apporter, enfin c'est la machinerie cellulaire qui l'apporte à la surface de la membrane des cellules. Et là, elle va être reconnue par le système immunitaire. Alors, une fois qu'il est à la surface des cellules, eh bien, il est reconnu comme un antigène étranger. C'est un matériel étranger, comme quand vous êtes infecté, comme vous introduisez n'importe quelle protéine étrangère à l'intérieur des cellules, eh bien, vous déclenchez le système immunitaire. Et le système immunitaire, d'abord, c'est le système immunitaire qu'on appelle inné, parce que les cellules possèdent des récepteurs qu'on appelle ici les PRR et peuvent reconnaître un certain nombre de molécules qui appartiennent soit au virus, soit à une bactérie, soit à un antigène d'un vaccin. Et dès cette étape, le système immunitaire inné peut sécréter un certain nombre d'éléments qui sont actifs contre les virus, par exemple, comme l'interféron. Et l'interféron, c'est très actif, par exemple, contre le virus de la grippe. Alors, le système immunitaire, dans son ensemble, est plus complexe. Il comporte le système immunitaire inné dont je viens de vous parler, qui comporte des cellules comme les macrophages, les neutrophiles, et surtout les cellules dendritiques, ou qu'on appelle aussi les cellules présentatrices d'antigènes, qui ont un premier rôle, comme je vous ai dit, de limiter dans une infection, dans un premier temps, l'agent pathogène, mais deuxième rôle fondamental, c'est d'aller déclencher la stimulation du système dit adaptatif, donc l'immunité spécifique. C'est-à-dire que ces cellules-là vont aller présenter l'antigène aux cellules B. Alors, les cellules B, elles viennent de la moelle osseuse, et aux cellules T qui ont voyagé dans le thymus, c'est des spécificités. Cette cellule B naïve va être activée et va se transformer en plasmocyte sécréteur d'anticorps, dont il existe aussi des plasmocytes de longue durée, donc qui vont rester pendant des années pour être susceptibles de sécréter des anticorps. Et puis, les cellules T, il y en a deux grandes catégories, celles qu'on appelle des CD4, et en particulier celles-ci qu'on appelle des CD4 helpers. Pourquoi? Parce qu'elles vont aller aider les cellules B naïves à produire des anticorps. Et puis, vous avez les cellules T, CD8 naïves. Ces cellules-là aussi sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont susceptibles de détruire les cellules infectées par l'agent pathogène. Et à la fois pour les CD4 et pour les CD8, non seulement vous déclenchez des cellules qui vont aider
à la formation d'anticorps ou être effectrices, mais vous déclenchez aussi des cellules mémoire qui, eux, vont rester. Et si ils rencontrent à nouveau l'antigène ou l'agent pathogène, vont déclencher beaucoup plus rapidement la réponse immunitaire. Quand on regarde la chronologie de la maladie, avant les symptômes, c'est le rouge. Ici, c'est dans les voies respiratoires supérieures, c'est le virus. Ici, c'est dans les voies respiratoires inférieures. Il y a un petit décalage, mais vous voyez que très, très vite, en fait, il y a des cellules T qui apparaissent. Et puis, avec un tout petit décalage, il y a les anticorps qui apparaissent. Et ensuite, on va garder une mémoire immunitaire grâce aux cellules que j'ai mentionnées tout à l'heure. Qui décide si un vaccin est recommandé, à qui et comment? Eh bien là, ce sont les autorités de santé. En France, c'est la commission technique des vaccinations qui est un sous-groupe de la haute autorité de santé. Et puis en dernier recours, c'est le directeur général de la santé et le ministre de la Santé qui a toujours le dernier avis. Évidemment, les recommandations, quand elles existent, faut être fonction du rapport bénéfice-risque, mais le rapport bénéfice-risque, il faut toujours aussi penser qu'il peut être individuel, mais il peut être aussi collectif. Alors, s'il y a plusieurs vaccins, et évidemment c'est le cas déjà, et ça va être le cas en plus, enfin, qui va devenir de plus important dans l'avenir, faut-il choisir du ou des vaccins en fonction de la population à vacciner, par exemple, en fonction des effets secondaires éventuels. Il va préciser à qui il faut faire le vaccin, à quel âge. S'il y a des facteurs de risque, vous allez voir que ça, c'est facile sur le terrain, ça va assez vite une fois qu'on a enclenché ce phénomène. Et puis comment, combien de doses, à quelle fréquence, c'est-à-dire je sépare de 21 jours, 28 jours, 3 mois, etc. Alors, je reviens au coronavirus. Les particularités qui nous intéressent ici, c'est ces virus infectent les muqueuses du nez et de la gorge, où elles vont stimuler les défenses immunitaires innées, et les 4 souches qui circulent tous les hivers, qui sont responsables de rhume, s'arrêtent là. Elles ne se multiplient pas ailleurs. La particularité de ces 3 autres, et surtout du SARS-CoV-2, c'est de pouvoir diffuser dans d'autres organes et de se multiplier à partir du moment où il rencontre des récepteurs dans les poumons. Alors, il y en a dans le sang, il y en a dans le rein, il y en a dans les vaisseaux sanguins, dont ceux du cerveau. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir une maladie qui va aucun signe, le simple rhume, un syndrome grippal ou une forme grave. Hein. Tout ça, une maladie infectieuse, c'est toujours le résultat d'un agent pathogène, ici le coronavirus, d'un hôte, c'est-à-dire c'est l'homme, et d'une interaction entre l'hôte et le pathogène. Alors, on veut, quand on fait un vaccin, on veut qu'il soit capable d'induire et de maintenir, si possible, des réponses immunitaires. Au niveau des muqueuses, ça c'est formidable, mais pour ça, il faut avoir un vaccin, la plupart du temps, un vaccin à virus vivant. Ça existe, par exemple, le vaccin vivant par voie nasale. Ce n'est pas la peine d'en faire une injection parce que dès la muqueuse nasale, il crée les anticorps et il stimule le système immunitaire. Ce n'est pas ce que va faire les vaccins qu'on a à notre disposition pour le Covid à l'heure actuelle. Alors après le vaccin, comme je vous ai dit, il est capable de protéger vis-à-vis d'une infection, vis-à-vis d'une maladie grave et vis-à-vis d'un décès. Et là, il faudra évidemment pour chacun des vaccins regarder ça à l'étude. Enfin, il faut définir les populations à vacciner en priorité, surtout que lorsque nous sommes, ce qui est notre cas, limités dans les vaccins qui sont à notre disposition. Quels ont été les objectifs de la vaccination en France, mais dans tous les pays? C'est d'essayer
de ne pas saturer le système de santé. Et les trois principaux objectifs, c'est réduire les décès, réduire les hospitalisations en réanimation et réduire les hospitalisations. Et donc, ça, une fois qu'on a défini son objectif, on peut définir quelle est la population à vacciner. Et vous voyez très clairement qu'il s'agisse des hospitalisations ou des décès, que plus vous avancez en âge, et bien plus il y a d'hospitalisation, qu'il s'agit des hommes ou des femmes. Et plus vous avancez en âge, évidemment, ce n'est pas le même nombre, heureusement, plus le pourcentage des décès est important. Mais ça vous dit que quand vous avez 80 ans ou plus à l'heure actuelle et que vous rencontrez le Covid, vous avez une chance sur 10 pratiquement d'en mourir. Donc, ça aussi, il faut voir quels sont les bénéfices et les risques. On parlera évidemment de ceux du vaccin, mais aussi de ceux de la maladie. Et une autre façon de l'exprimer est ici vous voyez que par rapport aux 18-49 ans, qui est, disons, la période pendant laquelle vous avez un système immunitaire qui est formidable, le risque de décès multiplié par 3 chez les 50-64 ans, multiplié par 7 pour les 65-74 ans, par 10 pour les 75-80 ans et par 16 chez les plus de 80 ans. Et donc, ceci vous explique qu'on a défini des populations et c'est ce que nous y sommes dedans. Première question. Quelle immunité est induite par l'infection? En quoi serait-elle différente de celle de la vaccination? On n'a aucune raison de penser qu'elle est différente, mais je ne peux pas vous dire non plus que c'est la même tant qu'on n'a pas pu les comparer. D'abord, on sait bien comparer l'immunité humorale et pour l'immunité cellulaire, c'est beaucoup plus difficile. Mais on a pu, par exemple, je vais vous donner un exemple, le vaccin contre le papillomavirus donne des taux d'anticorps qui sont 50 à 100 fois plus élevés après le vaccin qu'après l'infection naturelle. Bon. Mais là, il y a une raison, c'est une immunité qui se fait par voie muqueuse, d'abord, et qui ensuite, mais le coronavirus, il pénètre aussi dans les muqueuses. Et donc ça, je ne peux pas vous dire, mais il n'y a aucune raison que ça soit très différent. Doit-on ajouter une dose supplémentaire de vaccin chez les patients immunodéprimés? Il n'a pas été demandé dans l'immédiat d'ajouter une dose. Il a été demandé par contre de faire 2 doses, y compris chez ceux qui ont déjà fait le Covid. C'est possiblement quelque chose qui se fera, mais après avoir fait des contrôles de taux d'anticorps après les vaccins dans ces circonstances. Et évidemment, si on avait un marqueur de protection, c'est beaucoup plus facile de répondre. Tant qu'on ne l'a pas, ce n'est pas facile. Si l'AstraZeneca est réautorisée, compte tenu de l'efficacité d'une demi-dose et des potentielles difficultés d'approvisionnement, ne pourrions-nous pas vacciner à demi-dose pour doubler nos capacités? La réponse est non. Les études ont été faites. Le groupe qui a reçu une demi-dose était une erreur. C'est un sous-groupe. Et même, et encore une fois, l'efficacité qui a été jugée supérieure, en fait, quand ils ont repris l'étude, n'est pas due à ça, mais c'est dû au fait qu'ils ont dosé les anticorps plus tard. Donc, il ne faut pas, ça c'est clair, l'HAS l'a dit, il ne faut pas utiliser de demi-dose. Est-ce que la vaccination Covid sera saisonnière ou est-ce une fois dans la vie? Personne ne peut le dire. Si on installe une immunité de groupe et si ce virus est en train de se modifier tout le temps, ça peut être comme la grippe, mais il faudra attendre pour ça. Il faut des années pour savoir ça. Faut-il vacciner femmes enceintes et enfants? Alors, enfants, non dans l'immédiat. Il n'y a aucune raison de le faire. Je rappelle que les enfants sont moins souvent infectés. Quand ils sont infectés, ils font des formes moins graves. Les formes graves chez l'enfant existent, bien sûr, mais c'est exceptionnel. Alors, une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est que les enfants, et en particulier les petits, n'ont pas de
récepteurs ou très peu de récepteurs sur leur tissu du virus. Et ils les acquièrent progressivement. À ce moment-là, ils peuvent devenir de plus en plus malades. Donc, dans l'immédiat, non. Mais bien sûr, il faudra les vacciner un jour, dans la mesure où, quand on va avoir vacciné la totalité de la population, il ne faut pas qu'il y ait un réservoir possible dans une autre catégorie qui serait à ce moment-là les enfants, parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Mais on n'en est pas là. Et pardon, je n'ai pas répondu pour les femmes enceintes. Moi, je me fie à ce que font les Américains. Avec qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que il y a quelques papiers qui disent quand même qu'il y a un risque de forme grave chez les femmes enceintes et qu'il y a des résultats, qu'il y a des effets sur le fœtus. Je rappelle qu'il y a une indication de vacciner contre la grippe toutes les femmes enceintes, quel que soit le trimestre, pour les mêmes raisons. Si l'AstraZeneca n'est pas réautorisé, que proposer à nos patients ayant déjà eu une dose? Alors ça, c'est une très bonne question. Encore une fois, je n'ai pas de quoi répondre scientifiquement. Si on reprend le mécanisme par lequel on va faire des anticorps, tous les vaccins utilisent la même protéine, enfin aboutissent à la synthèse de la même protéine qui est la protéine S. Donc, à mon avis, il faudra à ce moment-là utiliser un des vaccins disponibles, parce que la deuxième question sera, et pour l'instant, je suis sûr qu'on ne fera pas d'erreur si on utilisait, par exemple, un des vaccins ARN messager, et vraisemblablement, même chose si on utilise le Janssen. Avec le Janssen, on dirait que simplement une seule dose est suffisante. Alors que je ne peux pas vous le jurer avec un vaccin ARN messager, même s'il suit un vaccin AstraZeneca. Autre question, peut-on vacciner quelqu'un qui a déjà fait la Covid? Il y a une recommandation très claire de la HAS là-dessus. Oui, on peut vacciner d'abord, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on n'a pas intérêt à vacciner tôt, parce qu'ils ont des taux d'anticorps et on sait que quand ils ont la Covid, d'une manière générale, ils ont des taux d'anticorps qui durent 3 à 6 mois. Donc la recommandation de la HAS, c'est de vacciner, mais plutôt vers 6 mois, à partir de 3 mois et plutôt vers 6 mois, et de ne faire qu'une seule dose chez les sujets qui ont fait la Covid, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on n'en a pas besoin, et d'autre part, parce que la tolérance de la deuxième dose est moins bonne que la première. Alors, une exception à ça, c'est précisément chez les immunodéprimés, hein, puisque là, on fera 2 doses, quoi qu'il arrive. Alors, j'en profite pour dire, l'immunodépression n'est pas une contre-indication à la vaccination, au contraire, c'est une indication. Il ne s'agit pas d'un virus vivant, il s'agit d'une protéine. Donc, le seul risque quand on vaccine les immunodéprimés, c'est d'être moins efficace parce que moins de production d'anticorps, c'est tout. Quel est votre point de vue sur les effets indésirables et en particulier la thrombose sur l'AstraZeneca? Pour l'instant, ce que je connais des statistiques me fait dire qu'il n'y a pas d'alerte. Si les Anglais ont 34 cas sur 9 millions de vaccinés et que l'incidence est de 100 à 200 pour 100 000, on est nettement au-dessous de la population générale. Maintenant, si dans les cas, alors d'abord, j'aimerais bien qu'il clarifie, parce que ça, je ne l'ai pas vu dans ce qu'on connaît jusqu'ici, la thrombose et l'embolie pulmonaire, ce n'est pas tout à fait la même chose et la même gravité. Et d'autre part, dans les cas qu'ils ont observés, y avait-il des spécificités? Si oui, à mon avis, ce sur quoi ça pourrait déboucher au pire, c'est pour telle catégorie de personnes ayant, par exemple, ce type de trouble de la coagulation, il ne faut pas utiliser AstraZeneca. C'est à peu près tout ce qui peut se passer. Voilà mon avis. Et à partir de là, mais évidemment, on va attendre que les autorités aient décidé, puisque eux ont les données pour prendre la décision. À partir de là, il faut utiliser ce vaccin comme les autres.
j'utiliserais plutôt un vaccin ARN messager si je peux. Grand merci, professeur, d'avoir pris le temps de revenir sur tous ces éléments, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée et à très bientôt.